La gravure au burin est une technique de gravure qui fait partie des techniques dites de taille douce ou de gravure en creux, dont le principe consiste à graver sur une plaque de métal, le plus souvent une plaque de cuivre, à l'aide d'outils tranchants, des tailles, des sillons, des creux, qui permettent ensuite d'imprimer la plaque gravée sur du papier avec de l'encre, par application donc d'une couche d'encre épaisse, nettoyage de la surface de la plaque et passage sous une presse, le résultat étant que l'encre qui s'est déposée à l'intérieur du sillon gravé, ou de la taille donc, la taille étant le terme technique, se dépose sur le papier et le dessin gravé est donc reproductible presque à l'infini ou du moins jusqu'à usure complète de la plaque, ce qui advient généralement au bout de quelques milliers de tirages. Il existe plusieurs techniques de gravure en creux, de gravure de taille douce, gravure directe, donc directement avec les outils sur la plaque de cuivre, ou gravure indirecte avec des acides, etc., la gravure à l'eau forte. Alors la gravure au burin, qui est par excellence la gravure de taille directe, est un peu à l'ensemble des techniques de gravure ce que la peinture à l'huile est à la peinture de manière générale, c'est la gravure par excellence, la technique la plus ancienne, celle des grands maîtres, Durer, Nanteuil, etc. Et c'est donc cette technique de gravure que, dont je vais vous faire une démonstration aujourd'hui. Tout d'abord, les outils avec lesquels on grave au burin, en fait, sont très simples, d'une part dans leur conception, et très peu nombreux, puisqu'on a besoin fondamentalement que de 2 ou 3 outils pour effectuer ce travail. Alors comme son nom l'indique, l'outil principal de la gravure au burin, c'est le burin. Un burin de graveur qui n'a rien à voir avec un burin de sculpteur, un burin de tailleur de pierre ou d'autres types de burins. C'est un outil tout à fait spécifique qui est constitué d'une tige donc de section carrée au fil bien affûté, laquelle tige de section carrée est coupée en billets au bout, de manière à former un angle généralement à 45 degrés, comme ceci. Elle est emmanchée dans une virole en bois, le plus souvent, peut-être également en liège, ce qui permet de la prendre dans la main et évidemment de ne pas se percer la main avec l'autre côté de la tige. Il existe également, on n'en fait plus maintenant, mais c'était jusqu'à la fin du 19e siècle, les burins les plus courants qu'on trouvait, des burins faits d'un manche taillé spécialement, donc des burins finalement dont on pouvait changer la tige, avec une petite bague comme ceci qui permettait d'immobiliser la tige dans l'outil pour s'en servir. Alors, tout se fait pratiquement avec cet outil. Le second outil dont le graveur a besoin, c'est le brunissoir, qui est donc arrondi et qui présente une face un peu comme un dos de cuillère, qui permet, dans une certaine mesure, de corriger des tailles qui ont été faites de travers ou par dérapage au mauvais endroit, d'une mauvaise manière, en écrasant le cuivre à l'endroit où on veut corriger. Ce qui évidemment n'est possible que dans une certaine mesure avec des tailles ratées qui ne seraient pas trop profondes, parce qu'à partir d'une certaine profondeur, on ne peut plus rattraper ce qu'on a gravé. Le burin se tient avec la virole dans la paume de la main, comme ceci, l'index sur la tige, le pouce qui tient fermement sur le côté gauche de l'instrument et les autres doigts sous la virole. Pour graver, on tient le burin presque parallèle à la plaque et on avance ensuite après avoir accroché
le burin sur la plaque en quelque sorte par un petit coup, un petit peu en enfonçant, en levier. Ensuite on avance et on décoche ensuite la pointe du burin pour achever la taille. On a une petite barbe de cuivre qui se détache, qui correspond donc au métal qui a été retiré de la plaque, et on a notre taille en creux dans la plaque de cuivre. Voilà en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la gravure au burin. C'est finalement ce geste-là à partir duquel on arrive donc à réaliser tout type de travaux par la succession de tailles de diverses profondeurs, de diverses longueurs, de divers types, des tailles en pointillés, des tailles qui se croisent, des tailles de différentes profondeurs, de différentes épaisseurs, etc. La différence d'épaisseur du burin, finalement, joue assez peu dans le résultat. L'important, lorsqu'on grave, étant de bien maîtriser la force avec laquelle on enfonce le burin dans la plaque, avec laquelle on avance dans la plaque de cuivre, la manière, évidemment, dont on fait des tailles rectilignes ou courbes, etc. Et finalement, la profondeur est bien plus dépendante de la main du graveur que du burin lui-même. Alors avant de graver, la première chose à savoir et à faire, c'est de préparer le cuivre sur lequel on grave. Alors la plupart du temps, on grave sur du cuivre d'environ 1 mm d'épaisseur, qu'on taille selon le format qu'on veut donner à notre plaque. On peut graver sur des très grandes plaques, on peut graver sur de toutes petites plaques, selon le format de ce qu'on veut évidemment obtenir comme résultat. Le cuivre est généralement fourni au graveur dans un état dépoli ou parfois avec des rayures ou quoi. Alors la première chose, c'est évidemment de le polir avec différents abrasifs de différentes épaisseurs. La plupart du temps, l'abrasif le plus utilisé en gravure, c'est en fait la substance qui se dépose sur la pierre à aiguiser lorsqu'on aiguise nos outils. Lorsqu'on affûte un burin sur une pierre, donc une pierre qu'on humecte généralement d'huile pour faciliter l'affûtage. L'affûtage se fait très régulièrement puisque lorsqu'on grave, au fur et à mesure de la gravure, la pointe du burin s'émousse et il faut régulièrement l'affûter de cette manière-ci. Alors lorsqu'on affûte son burin, généralement un petit morphile, une petite couche de métal se dépose sur le haut de la pointe qu'il faut évidemment éliminer avant de commencer à graver. Et alors donc, pour revenir à l'abrasif, une fois qu'on a affûté son burin, se dépose sur la pierre une sorte de limaille d'acier, extrêmement fine, aussi fine que le grain de la pierre à aiguiser. Et c'est cette limaille d'acier mêlée au grain de la pierre et à l'huile de lubrification de la pierre qui sert à polir la plaque aussi bien avant de graver qu'après avoir gravé et après avoir fini sa plaque. De la manière dont je le fais à présent, c'est-à-dire en prenant une feuille de papier assez fort ou de carton, papier cartonné, l'abrasif fait son effet. Et la plaque est ensuite polie. On dispose ici d'une surface suffisamment lisse pour être gravée. Alors selon le résultat qu'on veut obtenir, si on veut conserver un léger voile de gris sur la gravure, on peut souhaiter conserver un léger grain sur la plaque au moment où on grave. Si on préfère avoir un fond complètement blanc à l'impression, il faut évidemment s'assurer d'avoir ce qu'on appelle le poli miroir, et donc la plaque qui reflète comme un miroir. Une autre partie de la préparation de la plaque qui est tout aussi importante, c'est la préparation des bords de la plaque. Il faut évidemment limer ou gratter
les bords de la plaque, parce que lorsqu'on passe la plaque sous la presse, si les bords sont trop, si l'angle du bord de la plaque est trop aigu, il risque de scier tout simplement le papier au moment où on applique l'importante pression du rouleau de la presse de taille douce, qu'on verra par la suite. Et naturellement, il faut donc s'assurer que les bords de la plaque sont bien polis en retirant du métal. Ceci se fait avec un outil spécifique qui n'est pas à proprement parler un outil de gravure, le grattoir de section triangulaire. Et on retire donc au fur et à mesure du métal jusqu'à ce que les bords de la plaque soient bien lisses et bien arrondis. Donc une fois que la plaque est préparée, prête à être gravée, le principe de la gravure, c'est donc on dispose d'un dessin ou d'une image ou de quelque chose, d'un modèle. Tout dépend évidemment de ce qu'on veut graver, mais j'y reviendrai. Qu'on veut donc reproduire sur la plaque, en sachant qu'on ne dispose comme outil, pour ainsi dire, d'écriture artistique que de lignes ou de points. Qui seront nécessairement imprimés d'une seule couleur, le plus souvent avec de l'encre noire évidemment, mais à partir d'une plaque on ne peut utiliser qu'une seule couleur. Donc pas de nuances, pas de dégradés et pas non plus de nuances dans la manière dont on appuie le trait comme on le ferait au crayon ou dans l'intensité dans l'intensité de la couleur. On est donc relativement limité par la nature même de l'outil. Ce qui suppose en fait de tout traduire, tous les contrastes, toutes les textures, tous les dégradés, toutes les nuances possibles d'un dessin sous forme de traits et de points. Le graveur dispose de plusieurs types de tailles, de plusieurs types de traits pour arriver à ses fins. Voilà, alors pour faire une taille simple, droite, on pique le burin dans la plaque et on avance comme ceci. Pour faire plusieurs tailles alignées, il faut répéter donc le même geste en faisant des tailles parallèles. Une à une. Le plus régulièrement possible. Donc les tailles peuvent se faire droites mais également courbes, soit en faisant pivoter le burin comme ceci, soit en gardant le même angle du burin et en tournant la plaque elle-même. Sur une série de tailles alignées parallèles, on peut, par différents types de croisillons, donc de contre-tailles, obtenir des rendus différents, des effets différents, en repassant, donc plus ou moins, par exemple ici, en croisant des tailles qui ne sont pas exactement perpendiculaires à celles que j'ai faites. En superposer à plusieurs niveaux pour obtenir des noirs plus profonds. Alors, lorsqu'on grave au fur et à mesure, il peut être utile de mettre un peu de blanc d'Espagne, poudre de craie, pour voir ce qu'on a fait lorsque les reflets de la lumière sur le cuivre ne permettent pas de le voir toujours très bien. On voit apparaître le tracé et les différentes tailles. Alors, très souvent, on a recours à des tailles en pointillés.
Pour obtenir des ombres d'une certaine texture, parfois, il peut être utile même de combiner les deux, c'est-à-dire de faire des séries de tailles simples avec des pointillés entre. Et pour avoir donc certaines textures, on peut faire soit des entretailles linéaires, donc des tailles entre des tailles déjà existantes sur une partie de leur étendue, comme ceci. Je pique entre les tailles existantes. Alors on est souvent amené à repasser plusieurs fois le burin dans une même taille pour obtenir différents effets de profondeur, notamment lorsqu'on fait des lettres ou différentes ombres. Par exemple, une série de tailles qui a été faite de la même épaisseur. Parfois, on veut donner une profondeur d'un côté de l'alignement des tailles et repasser donc dans le tracé en remettant, en encochant le burin dans le tracé qu'on a déjà fait et en recreusant plus profondément à l'intérieur des mêmes tailles, ce qui permet ensuite, en les alignant les unes à côté des autres, d'obtenir des effets de profondeur. Donc ici, nous sommes aux Ateliers Moret, à Paris, dans le 5e arrondissement. L'atelier a été fondé en 1947 par André Moret. Il était, lui, imprimeur à l'atelier Leblanc, qui était rue Saint-Jacques, donc juste à côté. Et donc il a fondé son atelier avec un partenaire qui s'appelait Fernand Albarel. Donc ils ont travaillé tous les deux pendant des années. André Moret est décédé en 1967 et sa femme a repris l'atelier et son fils Daniel Moret a également travaillé à l'atelier. L'atelier a toujours été situé donc, 8 rue Saint-Victor. Donc l'atelier a plus de 70 ans donc, de vie. Il a vu passer énormément d'artistes différents. On a vu évoluer aussi au niveau des techniques, passer de techniques burin très classiques à maintenant travailler avec des artistes plasticiens qui vont utiliser la gravure comme un médium plastique. Et voilà, on a vu aussi l'économie changer donc, au niveau de l'estampe en général. Voilà. Et donc le métier aussi s'est adapté et c'est vraiment assez intéressant donc, de travailler avec différents artistes avec des univers différents, des univers graphiques différents. On voit passer des moments où les artistes vont travailler plus en couleur, d'autres en noir et blanc, des périodes où on sent que l'abstrait va être plus présent, où le figuratif va revenir aussi. Les ateliers d'estampes à Paris, il en reste une dizaine, surtout il reste beaucoup d'ateliers de lithographie, quelqu'un de sérigraphie, en impression taille douce, il reste vraiment 2 ateliers, l'atelier René Tazé, l'atelier Moret, qui travaillent avec des artistes pour imprimer leurs gravures, ou soit de temps en temps travailler avec eux, créer, les assister dans leur création de gravures. Très bien, donc voici l'ex-libris de votre client. Voilà, très bien. D'accord, c'est une belle plaque. Donc tout au burin, très bien. Bon, on va faire un essai. Très bien, donc d'abord en noir. Une encre noire, puis après on verra peut-être un noir chaud, peut-être ça va nous donner une ambiance différente au niveau de la plaque. Parfait. Très bien. Alors, on y va. Donc là, je viens d'ancrer toute la plaque avec donc un chiffon qu'on appelle une tarlatane. Donc je force l'encre à rentrer dans les tailles. Parce que donc la gravure en taille douce, donc nous travaillons sur des plaques en métal, donc généralement du cuivre, et avec des outils. Donc là, pour cette plaque, le graveur utilisait un burin et crée des incisions dans la plaque. Et ces incisions donc
à l'impression, nous devons ancrer, forcer l'encre à rentrer dans ces creux. Et le but ensuite, c'est d'enlever l'encre en trop qui est à la surface et laisser l'encre nécessaire dans les creux. Pour ensuite, lorsque nous allons imprimer, que le papier puisse donc aller chercher l'encre dans les creux et se poser sur le papier. À ce moment-là, donc j'arrête d'utiliser d'essuyer avec l'étarlatane. Je m'aperçois qu'il reste encore de l'encre en surface. Pour enlever cette encre, je vais utiliser la paume de ma main. Je vais appliquer du blanc de meudon sur la paume de ma main afin de la sécher. Et je vais passer légèrement ma main à la surface en épousant juste le cuivre pour enlever l'encre qui vient se poser sur la paume de ma main. De cette manière, j'enlève l'encre en surface, mais je n'enlève pas l'encre dans les creux. Donc là, l'œil est vraiment important, l'œil puis également le toucher. Lorsqu'il y a trop d'encre au toucher, on sent que tout devient un petit peu pâteux, que ça ne fonctionne pas. L'ouïe aussi, parce que si ça ne fonctionne pas, s'il y a trop d'encre, on va entendre des petits bruits qui ne fonctionnent pas. Donc tous les sens sont un peu en éveil. Et puis bien sûr, on va juger à l'œil s'il reste assez d'encre, ou si j'ai assez enlevé d'encre. Voilà. Voilà, donc là, l'impression est terminée. Je finis avec un chiffon pour essuyer les biseaux, donc les bords, parce que toutes les plaques sont légèrement biseautées, pour éviter donc à l'impression d'abîmer le papier, et aussi pour accompagner la cuvette que crée la plaque, et accompagner mettre un peu en avant la gravure. Donc c'est une étape importante, et donc il faut nettoyer ces biseaux, sinon on aurait un cadre noir tout autour de la gravure, ce qui n'est pas très esthétique. Voilà, donc là j'ai ancré, essuyé ma plaque, et maintenant je peux passer sur la presse pour imprimer la plaque. Donc là je vais imprimer avec un papier 100% coton, donc ici c'est du Rive, BFK Rive. Précédemment j'ai mouillé totalement mon papier. On mouille le papier afin que celui-ci physiquement soit plus mou et puisse épouser complètement la plaque de cuivre, et que le papier puisse aller chercher l'encre dans les tailles. Si on imprime sur un papier sec, on aura une impression, mais ça sera très mauvaise, car le papier ne pourra pas se déformer assez. J'utilise des mitaines pour ne pas salir le papier, donc je le saisis de cette manière-là. Je le pose et j'actionne la presse. Voilà, donc là je soulève les langes. Donc là on voit que la caractéristique d'avoir la cuvette dans le papier qu'a créé la planche. Et on va voir si... Voilà, donc là on a une première impression. Donc on voit que là le cuivre teinte et conserve l'encre. Donc on va peut-être faire une autre impression pour enlever tout ce fond et avoir des contrastes beaucoup plus forts au niveau du dessin. Alors aujourd'hui, quelles sont les applications de la gravure au burin?
lorsque la technique a été inventée, fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, l'essentiel des utilisations de la gravure, c'était pour transcrire des tableaux de maîtres, puisqu'évidemment la photographie n'existait pas, et pour pouvoir diffuser les œuvres d'art les plus remarquables de l'époque, c'était finalement le seul moyen d'obtenir des reproductions en noir et blanc qui permettaient de donner une idée des œuvres des grands artistes de l'époque. C'est par les gravures des burinistes du XVIe siècle que les peintres du XVIe siècle ont été connus et que finalement s'est faite la renommée de tous ces peintres. Les grands peintres italiens du XVIe, pour la plupart, ont été connus à leur époque bien davantage par les gravures de reproduction qui en ont été faites que par les tableaux eux-mêmes que seuls quelques privilégiés voyaient là où ils se trouvaient. Aujourd'hui, évidemment, depuis le XIXe siècle, c'est une application qui a pratiquement disparu, la gravure donc, dite d'interprétation, qui consistait à interpréter des tableaux. La gravure d'illustration, c'est-à-dire la gravure la gravure servant à illustrer des livres, des publications imprimées, des gravures qu'on insérait au sein du texte, dans le texte de livres imprimés en typographie, a également disparu pratiquement, étant donné qu'on dispose maintenant de moyens beaucoup plus efficaces de reproduction photographique et numérique évidemment. Alors aujourd'hui, la gravure au burin, qui n'est plus pratiquée que par quelques dizaines de graveurs, sert aujourd'hui principalement à trois applications. La gravure d'art, la gravure d'invention donc, c'est-à-dire que le graveur lui-même imagine, dessine ou choisit le dessin qu'il va choisir ensuite de graver et les gravures donc seront à l'issue de tout ce processus différents exemplaires authentiques d'une même œuvre d'art puisque le tirage d'une gravure finalement a valeur d'œuvre authentique. Les possibilités, évidemment, sont aussi innombrables que celles de l'imagination des divers artistes qui peuvent s'adonner à cette technique. Mais en dehors donc, de cette application artistique, il reste également deux applications véritablement artisanales qui subsistent encore et qui sont d'ailleurs liées entre elles de par leur finalité. L'une étant la gravure d'ex-libris, ces petites gravures que les bibliophiles et les amateurs divers et variés de livres anciens collent à l'intérieur des reliures de leurs livres, de leur bibliothèque, ces ex-libris servant à marquer pour les générations futures que le livre en question a appartenu à telle ou telle personne. L'autre application qui finalement est assez proche mais qui est aussi en voie d'extinction du fait de l'existence d'autres moyens pour parvenir à peu près au même résultat, c'est la gravure de cartes de visite. Les cartes de visite gravées jusqu'au milieu du siècle, enfin les cartes de visite jusqu'au milieu du siècle dernier étaient presque toujours gravées au burin suivant des techniques particulières pour obtenir des lettres parfaitement régulières, etc. Certains autres travaux de gravure également apparentés aux cartes de visite, les faire-part, etc. Mais aujourd'hui, c'est presque fini. Donc finalement, aujourd'hui, le graveur buriniste d'artisanat est sollicité essentiellement pour produire des ex-libris, généralement d'après des dessins qui sont fournis par le bibliophile. Alors parmi les ex-libris, évidemment, tout peut exister, des ex-libris de fantaisie, des ex-libris dessinés, des ex-libris ne comprenant que de la lettre, donc du texte, et naturellement des ex-libris héraldiques, la gravure au burin étant intimement liée à l'art héraldique et aux
aux différentes règles pour blasonner les armoiries, les traduire justement en taille, en pointillés, etc. Les couleurs héraldiques ayant leur équivalent par tradition et par usage sous forme de certains codes dans l'orientation des tailles, dans la mise en œuvre des différents types de pointillés, et ainsi de suite. En définitive, à l'époque où tout s'accélère, où tout est immédiat, où tout est rapide, où tout va très ou trop vite, la gravure au burin, avec sa lenteur, avec son application, toutes ces techniques qui requièrent une immense patience, fait un peu figure d'anachronisme. Mais finalement, le résultat est si unique et si extraordinaire, il permet de produire des œuvres qui finalement sont sans commune mesure avec le reste des autres techniques de gravure ou même des autres formes d'art, qui a toute raison de survivre, d'être pratiqué, appris et transmis comme un témoin d'époques révolues, mais aussi comme une technique à part entière de production d'œuvres d'art et d'artisanat.